Alors, il y a un peu du bruit dans le fond de la salle, il me semble. Bon, merci d'être venus si nombreux et nombreuses pour ce début de journée portes ouvertes. En tout cas, soyez les super bienvenus. Ça fait plaisir de vous avoir. Et en préambule à cette présentation sur les fonctionnements du mental, une petite présentation du cabinet, puisque le cabinet existe, Hypno-Réussite, ça existe depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé tranquillement, après avoir terminé mes études il y a 7 ans en arrière, j'ai commencé tranquillement à recevoir mes premiers patients à la maison. Et assez rapidement, j'ai ressenti le besoin d'avoir un vrai cabinet, quoi, hein. Parce que c'est plus confortable pour moi, c'était aussi plus confortable pour les personnes qui venaient me consulter de ne pas arriver chez moi. Donc j'ai eu un cabinet pendant 3-4 ans à la rue de la Borne, un tout petit truc qui était sympa, mais pas super bien situé. Et puis maintenant, bon, on a la chance d'être dans ce génial quartier du centre-ville, dans lequel on est pour une petite année, puisqu'on a pris ces locaux entre 2 locations. Il y avait 10 ou 11 mois de disponibles et on a pris ça pour démarrer le cabinet avec donc le développement de mes activités personnelles d'hypnothérapeute et Claire Vicabarek qui a rejoint le cabinet avec des spécialités aussi que j'ai pas moi, notamment l'arrêt du tabac. Et donc Claire Vie, spécialiste en arrêt du tabac et qui a une grande expérience en chamanisme, donc elle travaille beaucoup aussi avec les mondes parallèles, pour ceux que ça intéresse. Quant à moi, je suis un peu plus terre à terre, donc je travaille spécialement avec ce qu'on appelle l'identité, c'est-à-dire la personne telle qu'elle est aujourd'hui sur cette planète. On a tous nos croyances à ce sujet de savoir est-ce qu'on a une âme, est-ce qu'on est une âme et on a un corps, est-ce que c'est un peu mélangé, est-ce que le corps est juste l'expression de l'âme, tout ça est un peu imbriqué. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'on croit à ce sujet, on se rend compte qu'il y a un impact de transformation qui passe par le mental, le subconscient. Comment fonctionne le mental? Alors il faut d'abord peut-être expliquer ce que c'est le mental ou qu'est-ce qu'on met derrière. L'esprit humain est divisé en 2 parties, le conscient et l'inconscient. Tout le monde sait ça, tout le monde est d'accord avec ça. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que le conscient, c'est seulement 7% de l'activité neuronale. 93% de cette activité neuronale est inconsciente. C'est énorme, énorme. Pour donner un exemple ou quelques exemples, je n'ai pas besoin de consciemment faire battre mon cœur ou faire pousser mes cheveux. Bon, ils ont plutôt tendance à tomber depuis quelques années. Mais ce n'est pas exprès que je les fais tomber. C'est mon inconscient qui fait ça. Mais il y a un tas d'autres choses qui sont liées à l'inconscient. Le fait d'utiliser une certaine intonation dans ma voix quand je vous parle, par exemple, ou un certain rythme, le fait de bouger mes mains comme ça, c'est pas conscient, hein. J'ai juste l'intention consciente de porter un message. Après, l'inconscient qui va générer un tas de comportements inconscients, de phénomènes au niveau corporel, physique et au niveau de l'expression non verbale qui vont accompagner cette intention. Quand vous voulez attraper le bus qui arrive là-bas, vous dites juste « Ah, il y a mon bus !» et vous vous mettez à courir. Vous n'avez pas besoin de dire « Il faut que je cours ». Vous êtes d'accord, vous avez juste consciemment l'intention d'arriver à quelque chose. Et l'inconscient fait le reste. Donc l'inconscient, c'est un outil extraordinaire qui donc correspond à 93% de notre activité neuronale. C'est vraiment beaucoup. Dans cet inconscient, on va trouver ce que moi j'appelle, alors après selon les écoles il y a un petit peu des différences
de terminologie. Mais ce que moi j'appelle le subconscient, c'est la partie inconsciente qui est proche du conscient. Ça correspond à environ 25% de l'activité neuronale. C'est beaucoup. Et c'est dans ce subconscient qu'on va trouver les croyances, les programmes, les conditionnements, pas tout à fait les réflexes, les habitudes et toutes ces choses qui viennent de notre conditionnement personnel en fonction de la vie qu'on a vécue. Je vais m'étaler un peu sur ce subconscient juste après. Et avant ça, j'aimerais parler des 68% d'inconscient qui restent. Qu'est-ce qui fait cet inconscient? Il fabrique le corps. Un corps humain, c'est entre 60 000 pour un enfant et 100 000 pour quelqu'un de bien en chair, milliards de cellules. Grosso modo, 80 000 milliards de cellules pour un corps humain. C'est vraiment beaucoup. Dans chacune de ces cellules, il y a 100 000 milliards d'atomes. Ça fait un paquet de petites boules à tenir ensemble de manière cohérente, dans le temps. Et donc, l'inconscient profond fabrique le corps. Et à mon sens, alors ça c'est ma croyance, il est capable de faire un corps parfait. Mais il ne fait pas un corps parfait. Pourquoi? Et ça c'est intéressant. Parce que sa mission, c'est de faire un corps qui exprime ce qui se passe au-dessus. C'est-à-dire dans le subconscient. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait bouger quelque chose au niveau du subconscient, grâce à l'hypnose ou une autre méthode, il n'y a pas que l'hypnose dans la vie, mais c'est une super méthode. Quand on fait bouger quelque chose dans le subconscient, qu'on modifie des croyances, des conditionnements, ça va agir non seulement sur les comportements de la personne, mais ça va agir sur l'inconscient qui est en fait au service du subconscient et qui va réaligner le corps, la gestion de toutes ces milliards de cellules, en fonction des croyances qui sont à cet endroit-là. Vous avez peut-être entendu parler de certains médecins, controversés ou non, qui ont mis en valeur les émotions en rapport avec des maladies. Que des maladies, même des cancers, seraient issus, bon, je me rallie à ça, donc je peux parler en mon nom, sont issus d'émotions. Et les émotions se trouvent dans le subconscient. Quand on fait bouger des choses dans le subconscient, le corps réaligne en fonction de ces nouvelles croyances, cette nouvelle réalité subconsciente, et donc, potentiellement, on peut guérir des maladies, même si on n'a pas le droit de dire guérir, il n'y a que les médecins qui guérissent. En tout cas, accompagner les maladies, soutenir le changement, de sorte que la personne recouvre la santé. Intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce subconscient? Et je fais encore une petite parenthèse, parce que là je parle de maladies, mais il y a un tas d'autres choses au niveau du corps qu'on peut améliorer, optimiser, si on veut, le fonctionnement du corps en fonction de ce qui se passe dans le subconscient. La forme, toutes les tensions qui sont issues d'angoisse, de peur, de mal-être, qui génèrent des troubles du sommeil, qui génèrent des troubles gastriques et autre chose, sans être carrément dans la maladie, toutes sortes de tensions qui existent et qui sont donc qui vont s'équilibrer, s'harmoniser, se remettre d'aplomb, on pourrait dire, à partir d'un changement dans le subconscient. Alors, quand je parle de mental, le mental, c'est un petit peu le mélange entre le subconscient et le conscient. Quand on parle de mental, on parle souvent de la pensée. Quand on est conscient, on est dans le mental. Quand on est dans le subconscient, on est aussi dans le mental. Donc le mental recouvre un peu les deux premières couches, le conscient et le subconscient. Ce qu'on appelle généralement le mental, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Ça peut être conscient ou non. Mais la plupart de nos pensées conscientes sont en réalité inconscientes.
C'est-à-dire que la pensée, c'est un petit peu comme une émanation des croyances intérieures. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, vous avez une marmite avec une soupe personnelle. Une soupe qui est composée de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Alors, il y a des légumes, il y a des patates, il y a tout ce qu'on veut, il y a des lentilles, il y a de l'eau aussi. Enfin bref, vous avez une soupe qui fait bloup bloup, et puis ça crée une vapeur. Et cette vapeur, ça c'est les pensées. En fonction de votre vécu, vous allez avoir un certain type de pensée. Certaines pensées qui vont venir. On ne choisit pas ces pensées. Souvent on dit je pense. Mais ce n'est pas vous qui pensez. La pensée, elle pense toute seule. Là, on a eu je ne sais plus quand il vivait, Descartes, au XVIIIe siècle, sauf erreur, mais je ne suis pas très fort en date, mais vous voyez de qui je parle, qui disait « je pense donc je suis ». Enfin, il me semble que c'est lui qui a dit ça. Je ne suis pas sûr. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Peu importe. Et donc, ça a été très marquant parce que ça a influencé toute la suite de la pensée occidentale, où tout le monde s'est rallié à ça. Je pense donc je suis, donc je pense. Mais en réalité, si c'était moi qui pensais, je serais quand même pas assez couillon pour me faire des mauvaises pensées. Je choisirais mes pensées. Mais il se trouve que je ne choisis pas mes pensées. Les pensées, elles viennent toutes seules. La pensée pense toute seule. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, consciemment ou inconsciemment, c'est stopper ces pensées. C'est le but de la méditation, transcendantale notamment. C'est le but de certaines approches hypnotiques comme le zéro mental. J'ai été formé dans cette technique aussi, qui permettent de stopper les pensées, d'entrer dans le vide mental. Dans le vide mental, il n'y a pas rien, c'est le vide mental. Dans le vide mental, on se connecte au cœur de soi. Mais les pensées sont là presque tout le temps. On a, si ma mémoire est bonne, 60 000 pensées par jour. Il y a des gens qui ont mis des électrodes sur des personnes toute la journée, puis qui ont compté les pensées. Et on s'est rendu compte que sur ces 60 000 pensées par jour, 2 tiers, c'est-à-dire 40 000 pensées, sont les mêmes chaque jour. C'est les mêmes, récurrents. Si vous pensez que vous êtes nul, ou que vous êtes timide, ou que vous n'arriverez jamais, ou que, voilà, ce genre de pensées un peu paralysantes, parasites, elles viennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vieillis, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, je suis trop gros, etc., etc. Hein? Ces pensées sont les mêmes chaque jour. Ce sont des pensées qui nous hypnotisent. En fait, au moyen de ces pensées récurrentes et répétitives, le subconscient nous hypnotise pour nous emmener dans une certaine réalité. Alors pourquoi il fait ça? C'est pas cool. Parce que mon subconscient, c'est moi quand même. Quand on dit je me sabote à travers mon subconscient. Pourquoi il fait ça? Et là, c'est vraiment intéressant. C'est que le subconscient, qui fait partie du mental, de cet amalgame qu'on peut appeler le mental, le subconscient, il est là pour nous protéger. C'est sa mission. C'est notre protecteur, c'est notre gardien. Sauf qu'il ressemble un peu à un videur de bar qui n'est pas trop intelligent. Il laisse entrer ou il laisse sortir, ou il met les gens dehors, etc. Il fait son job, il fait juste ce qu'on lui a dit. Hein. Il fait ça pour protéger. Mais il n'a pas tellement de possibilités de changer un ordre. Il y a quelque chose qui a été installé à un moment donné et il s'y tient. Il est très obéissant. C'est vraiment un gardien efficace, mais tant qu'il n'a pas un contre-ordre qui vient de très haut, il ne bouge pas. En réalité... Tu peux donner un exemple oui, de protection? Ouais, j'y viens. En réalité, le subconscient va nous protéger en générant
la plupart du temps des programmes d'évitement ou de déni qui vont être censés nous éviter des désagréments. Par exemple, quelqu'un qui a peur des ascenseurs, qui est claustrophobe. C'est gênant d'être claustrophobe. Cette personne va souffrir, ça va être embêtant. Alors bon, là, il n'y a qu'un étage, elle va prendre l'escalier, ça va. Mais suivant où on veut aller, c'est vraiment gênant d'être claustrophobe, de ne pas pouvoir prendre un ascenseur. Le subconscient protège la personne en lui interdisant les endroits exigus. Pourquoi elle fait ça? Dans le passé de cette personne, il y a eu une expérience, même si on ne sait pas laquelle, il y a eu une expérience d'endroits exigus chargés d'émotions. Et à partir de là, le subconscient va mettre un programme qu'il ne faut absolument plus que cette émotion se réveille, donc on va éviter tout endroit exigu. Je vais garder cet exemple parce qu'il est bon. Comment ça se passe exactement? Imaginez, disons un petit garçon qui joue avec ses copains ou ses frères et sœurs, et il va être, comme on fait des fois des jeux un peu crétins quand on est enfant, ses copains vont rien trouver de mieux que de l'enfermer dans une malle. Donc il va se trouver enfermé, il va avoir peur, on va peut-être se moquer de lui, il va se sentir trahi, peut-être que dans la bande il y a son frère qui ne le soutient pas, donc trahison, etc. On est ici avec des émotions assez fortes. On a donc une expérience qui est chargée d'émotions. Il y a 4 émotions qu'on appelle négatives, c'est la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Dans cette histoire de petit garçon enfermé dans une malle, il va y avoir plusieurs de ces émotions qui vont se coller sur le souvenir, sur l'expérience, et son subconscient va faire quoi? Il va dire « Oh là là, ça c'est vraiment pas du tout agréable, on va tout faire pour que ça ne se reproduise plus ». Donc le subconscient met en place un programme de protection qui va, ça va être un programme d'évitement en l'occurrence pour la claustrophobie, qui va l'empêcher d'accéder à toute expérience qui pourrait restimuler cette émotion. Mais en même temps, ce pauvre garçon, chaque fois qu'il va se trouver dans un endroit un petit peu exigu, l'émotion va se restimuler, parce que le subconscient fonctionne comme ça, il l'avertit, il lui dit attention, il y a un danger. Donc il va se sentir mal, il va peut-être avoir des sueurs froides, les mains moites, etc. Et tout ce qu'il faut pour le faire fuir, en fait. Donc, le subconscient va faire en sorte que son patron, la personne, va vivre mal certaines expériences pour lui éviter que ça se reproduise. Mais il y a un deuxième truc qui est embêtant. C'est que comme le subconscient protecteur veut vraiment protéger ça, veut empêcher que ça se reproduise, il a tendance à tout le temps garder son attention dessus. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, les pensées récurrentes. La personne qui est claustrophobe, elle va tout le temps y penser. Elle ne va pas seulement y penser quand elle se trouve dans un endroit exigu. Elle va y penser chaque fois qu'elle voyage. Si elle veut prendre l'avion, prendre le bateau, ou je ne sais pas, aller dans un musée, ou aller chez des amis, elle va toujours se méfier. Est-ce qu'il y a une fenêtre dans les toilettes? Est-ce que j'ose aller aux toilettes? S'il n'y a pas de fenêtre, j'ose pas, etc. Vous comprenez ce genre de truc, ça peut aller loin. Donc, il n'y a pas besoin que la personne soit dans la situation pour que le subconscient active cette émotion. Et en fait, cette émotion va créer des tensions, des crispations, et à terme, des maladies. Donc on est vraiment dans un système de protection, mais qui est tellement efficace que ça va pourrir la vie à la personne. Alors, ce qu'on va faire avec l'hypnose, c'est qu'on va dissoudre l'émotion. On va me dire comment on fait ça, c'est pas si simple. En réalité, le subconscient a une structure, on appelle ça la structure mentale, une construction mentale qui permet à cette émotion de tenir dans le temps. Cette structure mentale, elle est basée sur les 5 sens.
on a les 5 sens qui nous permettent de capter le monde extérieur, ok, ça rentre, et puis après on reconstitue la réalité à l'intérieur de soi. Donc, une personne qui est claustrophobe, elle ne va pas vivre, ne serait-ce qu'une présentation comme celle-ci, comme une personne qui ne l'est pas. Parce qu'elle va capter le monde au moyen de ses 5 sens, comme les autres, sauf qu'elle va l'interpréter avec sa vision de peur des endroits exigus. Le mental va donc générer des pensées, la fameuse vapeur qui monte du chaudron de soupe, hein, va générer des pensées qui vont accompagner la personne tout le temps pour tenir en vie, si on veut, à travers le temps, cette crainte, ce trouble, ce problème. Les pensées récurrentes sont donc très très importantes, et si vous vous mettez à observer vos pensées, ce qui n'est pas forcément facile à faire, mais même ne serait-ce qu'un peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pensées qui reviennent souvent, voire très souvent, et que ces pensées vous pourrissent la vie, vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'être bien, simplement, équilibré. Alors comment on fait pour dissoudre cette émotion? On va utiliser les sens que la personne a à l'intérieur. Et c'est là où l'hypnose est très intéressante, parce que l'hypnose est une méthode de connexion à soi-même. On va plonger à l'intérieur de soi. Le résultat de ça, en se détendant, en se relaxant, le conscient va peu à peu s'estomper jusqu'à presque s'éteindre. Et on va se trouver dans l'espace inconscient. On n'est pas dans l'inconscient profond, c'est-à-dire dans le sommeil, mais on est dans cette zone du haut de l'inconscient, si on veut, qu'on appelle le subconscient, dans cette zone où toutes ces choses sont installées. Et dans cette zone-là, on va modifier la perception des choses. Une personne qui est claustrophobe, elle va peut-être associer son impression à la couleur noire ou marron. Je dis n'importe quoi, ça peut être rouge aussi, hein, parce que peut-être que dans le coffre où il a été enfermé, il était tapissé de rouge ou peint en rouge. Hein, donc ça peut vraiment être très très différent d'une personne à l'autre. Mais il y aura une couleur, il y aura une sensation de poids léger ou lourd, il y aura une sensation, il y aura peut-être une odeur. Enfin, ce genre de choses qui font que le subconscient va être capable, grâce à cette structure des 5 sens intérieurs, de faire tenir sur la durée quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps. Parce que le gars, il a peut-être 40 ans, 50 ans, 60, et puis cette histoire de coffre, c'est quand il était petit garçon, il avait peut-être 5 ans. Hein. Donc ça fait toutes ces années où le subconscient, grâce à cette structure des sens, des perceptions intérieures, a réussi à tenir ce truc-là et a plutôt même tendance à l'amplifier. Puisque à chaque fois que la personne a peur, à chaque fois qu'elle a peur d'un ascenseur, qu'elle a peur d'un endroit exigu, l'émotion est restimulée et le nouvel événement vient se coller sur la pile. Les émotions, c'est comme la colle qui colle les souvenirs entre eux. Et quand on parvient au moyen de l'hypnose à dissoudre une émotion, toute la pile de souvenirs est neutralisée, ça devient des mémoires neutres qui se rangent dans la grande bibliothèque des expériences personnelles. À partir de là, la personne, elle n'a plus l'émotion. Alors, certes, quand elle sort de séance, elle sort d'ici, elle veut tester, elle va prendre l'ascenseur, parce qu'elle veut voir. Et ça va lui faire bizarre, parce que c'est pas comme avant. Elle n'a plus le cœur qui bat, elle n'a plus les mains moites. Elle se dit, mais c'est incroyable, c'est drôle ce truc. Hein. Parce qu'on a reprogrammé, c'est-à-dire transformé la perception des sens intérieurs. Ça, c'est le principe de protection du subconscient, protection de la personne. C'est un principe de base.
quand vous avez un problème, vous n'avez pas besoin d'être confronté au problème pour être gêné, parce que vous y pensez tout le temps. Vous pensez à la dernière fois que vous avez été confronté à ça, et vous projetez la prochaine fois à laquelle vous allez être confronté à ça. Même s'il n'y a rien aujourd'hui, votre pensée, elle est sans cesse en train d'activer et de réactiver ce truc-là. Alors, l'histoire de la claustrophobie, même si c'est très embêtant pour les claustrophobes, c'est un peu spécifique. C'est l'histoire des phobies, c'est comme une phobie des araignées. Quelqu'un qui a peur des araignées n'a pas besoin de voir une araignée pour avoir peur. Partout, elle va, qu'elle ne connaît pas, elle regarde dans les coins s'il n'y a pas d'étoiles. Donc elle les crée, elle les crée dans son cerveau, elle est dans la crainte, il y en a peut-être une là derrière. Elle y pense tout le temps, c'est obsessionnel. On peut dire que le subconscient nous hypnotise avec notre problème. On est hypnotisé par notre problème. Auto-hypnose négative, on appelle ça. On est hypnotisé par notre problème, et ce qu'on va faire avec l'hypnose, c'est qu'on va se déshypnotiser du problème, et on va s'hypnotiser avec la solution. On hypnotise, on met en place un nouveau système qui va être tout aussi efficace que l'ancien, sauf qu'il est orienté différemment. Parce que le subconscient est très efficace. Il est infaillible en fait. Une personne qui a peur des araignées, elle ne va pas s'appuyer sur un mur à côté d'une araignée, puis tout d'un coup se dire « Oh, j'ai oublié que j'avais peur des araignées ». Non, on n'oublie pas. C'est infaillible le système. Il n'y a pas d'exception. Le subconscient, il est hyper efficace. Et donc, quand on transforme quelque chose dans le subconscient, eh ben, la solution devient hyper efficace. Alors, voilà comment fonctionne le mental. Le mental, il est constitué de cette construction interne dans le subconscient qui veut nous protéger, et il utilise les pensées qui deviennent conscientes au moment où elles arrivent à notre conscience, mais qu'on ne choisit pas. Donc, la personne va se dire « j'ai peur, j'ai peur ». C'était ma maman qui disait « j'ai peur ». Et cette peur, cette angoisse, à terme, elle peut vraiment s'installer sur d'autres choses. Là, on pourrait dire presque de petites choses, de détails qui sont faciles à régler en hypnose. Maintenant, vous pouvez être plutôt dépressif, avoir fait un burn-out, avoir été trop loin dans ses insécurités. Insécurités plus profondes que juste... Enfin, juste, je ne dénigre pas, mais je veux dire, quand on a été enfermé dans une malle par ses petits copains, ou quand on a vécu un truc avec des araignées, ou qu'on a simplement récupéré la peur de son parent qui montait sur les chaises chaque fois en criant, chaque fois qu'il y avait une araignée, c'est des trucs qui sont assez simples à dégommer en hypnose. Par contre, une personne qui a des angoisses, c'est-à-dire elle a peur, mais elle ne sait pas de quoi elle a peur, là, on va chercher beaucoup plus dans des constructions de la personnalité dans la petite enfance. Et là, on est face à d'autres types de constructions mentales, mais qui fonctionnent toujours de la même manière, c'est-à-dire à travers les 5 sens internes de la personne. Comment elle a réinterprété, comment elle a interprété à l'intérieur d'elle-même la réalité extérieure. Et donc, pour donner un exemple, un enfant, entre 0 et 6 ans à peu près, il remplit son disque dur. Quand on vient au monde, on a un disque dur, on a un cerveau qui est constitué, sauf qu'il n'y a rien de marqué dessus, il n'y a rien de gravé. C'est un disque dur vide. Et il y a beaucoup de terrasses, ça je peux vous dire. il y a de quoi mettre. Hein. Et dans les premières années de l'enfance, l'enfant, il ne comprend rien à ce qu'il y a autour. Il ne sait pas ce que c'est une armoire, il ne sait pas ce que c'est une voiture, il a juste des perceptions brutes. Quand il entend un train passer, il n'entend pas un train passer, il entend un bruit. Mais comme il ne connaît pas les trains, il ne fait pas de relation. Il capte des perceptions absolument brutes. Et il lui faut du temps
Il lui faut ces premières années pour avoir suffisamment de connexion pour commencer à avoir une vision globale de la vie et à comprendre un peu dans quel univers il est. C'est vers 7 ans ce qu'on appelle l'âge de raison. Mais jusque-là, l'enfant capte des informations. Alors plus il avance en âge, plus les informations, les connexions dans son cerveau se font, et plus il a d'informations et il tisse des liens. Donc il commence à mettre les choses en relation. Mais lorsque dans ce début de vie, l'enfant vit des états d'insécurité, c'est-à-dire des émotions brutes, peur, colère, tristesse, dégoût, ça on les a depuis toujours, hein, parce que ce n'est pas des constructions mentales, ça c'est des sensations hein, qu'on a tous, qui sont universelles. Quand l'enfant vit ça, il va, si c'est trop souvent, si c'est récurrent, si c'est lié à certaines choses, à ses parents, à son modèle, etc., il va possiblement générer une insécurité. Et s'il n'est pas amené par ses éducateurs ou l'environnement à traverser cette insécurité pour comprendre quelque part que l'insécurité fait partie de la vie, mais qui peut avoir confiance parce qu'il y a les solutions pour traverser les situations difficiles, s'il n'a pas cette structure-là, il va rester en insécurité. Alors évidemment, après il va grandir, il va aller à l'école, il va devenir ado, il va devenir adulte, il va faire ses expériences et il va trouver ses bases, il va trouver quand même à survivre. Hein. Néanmoins, l'insécurité, elle peut être très profondément marquée, ancrée, et ça donne des personnes qui vont être timides, qui auront de la peine à s'exprimer, qui auront peut-être de la peine à se réaliser, peine à aller au bout des choses, etc. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe comme construction mentale, mais c'est tout à fait possible à démonter grâce à l'hypnose, parce que le principe est le même. Le principe, c'est qu'à un moment donné, dans notre vie, on a interprété la réalité extérieure, on l'a réinscrite, on l'a engrammée, c'est-à-dire on l'a mémorisée d'une certaine manière, avec une certaine structure, de chaud, de froid, de lourd, de léger, etc. Et donc, même si c'est quelque chose de très profond, comme une insécurité, ou un abandon, ou un rejet, enfin c'est un peu ces grandes blessures de l'être qui se développent dans la petite enfance, elles sont engrammées de la même manière qu'un traumatisme, c'est-à-dire au moyen des 5 sens intérieurs. On a tous une réalité intérieure, à tel point qu'en fait personne ne connaît la réalité extérieure. Personne ne peut savoir ce que c'est la vraie réalité. Parce qu'on a tous sa propre réalité qui est un point de vue sur l'extérieur. Et ça fait peut-être un petit peu accroche pour la présentation que je donnerai en fin de jour, je crois à 17h, je ne sais plus, sur l'hypnose humaniste et spirituelle. C'est que on est tellement chacun dans sa réalité, 7 milliards d'êtres humains actuellement, à peu près 7 milliards de réalités, et que la réalité extérieure, personne ne la connaît. Puisqu'on la voit chacun à sa façon. La réalité extérieure, c'est comme un consensus qu'on a tous, que le conscient, donc la partie consciente, gère, de sorte que dans cette réalité extérieure, on peut se rencontrer les uns les autres. C'est une espèce on est tous d'accord de savoir qu'il y a un tapis ici, qu'il y a un mur là, etc. Et on a besoin de ça pour vivre ensemble. Pour être dans cette condition humaine. Mais à l'intérieur de soi, on a une réalité qui est totalement personnelle. Et c'est sur cette réalité personnelle que l'hypnose va agir. Parce qu'à partir du moment où votre réalité personnelle va bouger, va changer, va se réorienter de manière évidemment plus positive, c'est l'objectif évidemment de toute approche de développement, de réalisation de soi, elle va devenir réelle. L'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Quand vous rêvez la nuit,
pouvez voler ou nager sous l'eau ou, je ne sais pas, vivre toutes sortes d'expériences. Et quand vous y êtes, vous ne dites pas « je suis en train de rêver », c'est réel pour vous. Hein? D'ailleurs, moi j'aime bien voler dans mes rêves, j'adore ça. Et puis j'aime un peu moins faire pipi, parce qu'après je me réveille et puis je fais pipi au lit. Bon, il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé. On ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, dès le moment qu'on est dans l'inconscient. Et donc, c'est le phénomène de base, fondamental de l'hypnose, les fondements de l'hypnose, c'est d'aller dans l'imaginaire, transformer, grâce à l'imaginaire, la réalité de la personne, et quand elle sort, eh ben, sa réalité est différente. Donc elle prend l'ascenseur. Puis je dis, mais c'est bizarre ça. Bon, ça c'est bizarre. Elle se rappelle qu'elle avait peur avant. Elle se rappelle qu'elle avait les mains moites. Puis je dis, mais c'est pas possible. Hein? Donc, ça c'est très spectaculaire, les phobies, parce que ça tourne vraiment d'un coup, parce que c'est des structures finalement assez simples, et vous avez compris que dans certains cas de troubles psychologiques plus complexes, je parlais de l'insécurité, mais il y en a plein d'autres, il y a les troubles, alors moi j'ai ma spécialisation en sexologie, alors il y a tous les troubles sexuels, relationnels, amoureux, familiaux, etc., qui sont aussi des choses assez complexes. Mais après, il y a aussi tous ces manques de confiance en soi, mais là on est de nouveau avec un truc de sécurité. Finalement, il n'y a pas 36 000 racines. On est souvent dans des choses qui sont reliées à ces 4 émotions dites négatives de base, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût. Ces émotions sont des informations très importantes parce qu'elles nous renseignent sur nos points faibles. Sur les points, quand je dis faibles, c'est les points à améliorer. Ce n'est pas des points faibles à accepter, je suis comme ça et j'arriverai jamais. C'est des points sur lesquels on est invité, notre subconscient, notre inconscient et notre âme nous invitent à travailler pour nous réaliser, devenir qui on est vraiment, devenir la meilleure version de soi. Et c'est pas toujours évident et c'est pas obligatoire de l'être tout de suite. On peut prendre son temps. Et ce qu'il est vraiment important de capter, de comprendre, c'est que ma réalité intérieure est vraiment vraie pour moi. Même si le voisin il pense tout autre chose, il ressent autre chose, eh ben c'est sa réalité. Mais ma réalité, elle est vraiment importante pour moi. C'est vraiment vrai. Et c'est pour ça que quand on reçoit une personne qui veut transformer quelque chose dans sa vie, on est vraiment orienté sur le fait que cette personne, elle vit ça, et pour elle, c'est vrai. On ne remet pas en cause ce que la personne, elle vit. Si c'est pénible pour elle je sais pas moi, de se gratter le nez, eh ben, c'est sa réalité. Et on va repérer l'encodage pour qu'elle puisse transformer ce truc-là, comme elle a envie qu'il soit transformé. Je vous remercie de votre attention. On est là toute la journée. Oui, dites-moi. Question. Ouais. Quelle différence vous faites, qu'est-ce qu'on peut trouver comme différence entre l'hypnose et la méditation? Ok, c'est une question très très intéressante parce que effectivement, il peut y avoir confusion parfois entre la méditation et l'hypnose parce que l'état est le même. L'état hypnotique et l'état méditatif sont très similaires. On va dire qu'avec l'hypnose, on va aller un peu plus profond qu'avec l'état méditatif. Juste en quelques mots, cette histoire de la fréquence des ondes cérébrales, parce que ça se mesure, hein. Le conscient correspond aux ondes bêta. Le subconscient, c'est une couche beaucoup plus épaisse, vous l'avez compris, va fluctuer entre les ondes alpha, qui correspond à la transe légère et à la méditation, et les ondes θ, transe profonde. Quand on est en onde θ, la personne elle a l'impression de dormir. Elle ne dort pas encore. Le sommeil, c'est quand on va dans l'inconscient profond, les ondes delta. Là, on dort. Hein. Et donc, l'hypnose
va permettre à la personne de fluctuer, de moduler entre les ondes alpha et les ondes θ, donc dans la couche, l'épaisseur du subconscient. C'est dans les profondeurs généralement que les transformations importantes ont lieu. Et on voit dans une transe hypnotique que la personne va être plus ou moins profond selon les moments. Elle va fluctuer comme ça. Et que les transformations profondes se font, les reprogrammations profondes, se font quand elle est dans les profondeurs du subconscient et qu'elle remonte comme si le subconscient voulait donner un message au conscient avant de replonger, continuer le travail. Donc il y a une ondulation comme ça durant la séance. Et pour répondre plus précisément à la question, on peut effectivement méditer. Méditer, ça veut dire garder une certaine conscience, un certain contrôle sur la profondeur de transe, c'est-à-dire que si on va trop profond en méditation, on s'endort. Hein. Et donc ça, c'est une des différences, c'est que l'hypnothérapeute va vous emmener profond, mais il va vérifier que vous ne vous endormez pas. Il va vous tenir dans cette zone. Parce que c'est dans cette zone que les suggestions hypnotiques vont être les plus impactantes. Quand vous méditez, vous ne faites pas de suggestions hypnotiques. La méditation utilise aussi la relaxation, comme l'hypnose, pour atteindre cet état de transe légère. Dans la méditation, vous allez vous nourrir, vous allez vous apaiser, vous allez rejoindre des états, un état de paix qui va être très nourrissant, très bénéfique pour vous. Mais par contre, ça ne va pas reprogrammer votre mental. Ça ne va pas transformer. Et quand vous sortez de votre méditation, vous êtes bien, vous dites « Ah super, ça m'a fait du bien », mais votre problème, il est de nouveau là. Il est toujours là. Vous êtes toujours claustrophobe. Hein. Vous êtes un claustrophobe qui fait de la méditation et qui se fait du bien quand il est en méditation, il est super cool. Hein. Mais après, quand il doit reprendre l'ascenseur, il n'y a rien qu'à changer. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. La méditation vous permet de vous ressourcer, de vous nourrir, mais ne permet pas de véritable transformation des programmes inconscients. Et c'est ça qu'apporte l'hypnose. J'ai envie de rajouter quelque chose. Si vous faites de la méditation à haute dose, vous allez vous connecter à un autre niveau de l'être. Vous allez vous connecter à votre âme, qui, elle, va vous guérir. Pas besoin d'hypnose à ce moment-là. Mais il faut vraiment, voilà, faut faire de l'hypnose, de la méditation vraiment d'une grande qualité. C'est un peu l'idée du zéro mental, qui est une approche que j'ai étudiée il y a quelques années, qui est une approche de mélange entre l'hypnose et la méditation. Hein. L'Institut Zéro Mental, c'est comme ça qu'il s'appelle, propose des formations à ce sujet, de sorte qu'on mêle l'hypnose et la méditation. L'hypnose, en libérant le mental, va amener à plus de conscience, et plus de conscience va souvent encourager les gens à être mieux connectés à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur âme, hein, en tant qu'âme, en tant qu'être. Donc il y a plus de conscience d'être un être spirituel. Et c'est pour ça que l'hypnose et la spiritualité, finalement, se relient à un moment donné. Parce que quand on enlève les couches du mental et tous les bâtons qu'on a dans les roues, on devient de plus en plus puissant, de plus en plus épanoui en tant qu'être. Et du coup, ça donne plus grande conscience de notre spiritualité.